merci du coup d'être présent donc à ce nouveau meet-up donc de la communauté métier Soft Skills, la Comet Soft Skills donc chez Exia. Et aujourd'hui, on a l'honneur donc d'accueillir Laura Siboni, qui est créatrice de l'école de la parole, mais aussi enseignante HEC et Sciences Po, aussi écrivaine. Et donc aujourd'hui, on a une très belle thématique donc qui est donc notamment la créativité, hein, qui est devenue un élément essentiel pour la réussite des entreprises dans un monde en constante évolution. Et c'est d'autant plus complexe et l'innovation, et donc c'est vraiment une nécessité en fait pour rester compétitif. Et aujourd'hui, Laura va nous en parler un peu plus donc de cette créativité pour définir, approfondir donc ce concept et notamment aussi donc de parler donc de toutes ces problématiques, de notamment aussi booster la créativité humaine. Et donc je vais te laisser la main, Laura, pour que tu puisses nous en dire plus par rapport à tout ça. Avec plaisir, merci beaucoup et bien sûr n'hésitez pas à participer aussi dans le chat, à poser toutes vos questions. J'y répondrai de mon mieux. Aujourd'hui, on va parler de créativité, on va en parler sous un angle original puisqu'on va essayer déjà de définir de quoi il s'agit. Alors, pour moi, c'est encore au chargement. Voilà, très bien. De quoi il s'agit? Donc, je me présente rapidement. Parce que bon, il n'y a évidemment pas de diplôme en créativité, heureusement. Je suis écrivain, je suis enseignante, et donc la créativité pour moi, ça fait partie de mon métier. Comment trouver des idées, comment innover, comment trouver des idées qui sont nouvelles et qui ont de la valeur, qui vont essayer de déplacer les lignes, ne pas être banales, ne pas être courantes, et qui vont essayer d'apporter de nouvelles idées, et surtout de nouvelles idées qui vont être percutantes et utiles. Alors, pour définir la créativité, déjà, une première méthode, c'est de voir quels sont les mots qui sont liés. Donc là, c'est une capture d'écran, je ne sais pas si on la voit très très bien, d'un outil très pratique qui s'appelle le CNRTL, qui est fait par l'Université de Lorraine, qui permet de voir à quel mot chaque mot est lié, donc dans quelle famille sémantique il s'inscrit. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le voir de façon théorique. Je préfère le voir avec vous, puisqu'un bon moyen de définir un mot, c'est de trouver ce que ça n'est pas. Je vais t'interrompre du coup. Écran noir, oui, Ouais, je vois ça. globalement, Alors, peut-être si je refais le partage, peut-être du coup d'arrêter et de relancer pour qu'on puisse. je vais faire ça, oui. Ça sera le plus simple. Partager. Est-ce que c'est mieux? Alors, moi, je le vois bien. Je vais voir du coup si tout le monde arrive à voir. Tout le monde. Parfait. Nickel. Parfait. Je te Super. laisse enchaîner. Alors forcément, ça rend mieux en latin, omnis determinatio est negatio, c'est-à-dire qu'un bon moyen de définir ce qu'est la créativité, c'est d'abord de savoir ce que ça n'est pas. Et donc de voir des mots connexes qui y ressemblent. Donc comment vous définiriez, alors c'est sûr que par chat c'est un petit peu plus difficile, ce qui est neuf, ce qui est nouveau, ce qui est innovant, ce qui est ingénieux, ce qui est imaginatif. Parce que la créativité, c'est encore légèrement différent. Il n'y a pas de synonyme parfait. Alors, je vous laisse rapidement y réfléchir. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui distingue une idée créative d'une idée simplement nouvelle? Qu'est-ce qui distingue une présentation créative d'une présentation innovante? C'est quoi la différence entre un procédé ingénieux et un procédé créatif? Bien, se poser ces questions, ça aide déjà à mieux définir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, ce qui est neuf, on peut le définir comme ce qui vient d'apparaître, ce qui diffère de ce qu'on connaissait auparavant. Ce qui est innovant, bien sûr, il y a le caractère de nouveauté, mais il y a aussi l'idée de déroger les choses qui étaient déjà bien établies, de changer. Ce qui est ingénieux, ça fait preuve d'imagination, mais aussi de savoir-faire. C'est-à-dire, dans l'idée du mot ingénieux, on a, contrairement à créatif, on a l'imagination, la capacité de mettre en image le futur, de projeter en image,
mais aussi le savoir-faire, l'application, qu'on n'a pas forcément dans créatif. Imaginatif, au contraire, c'est envisager, concevoir par l'image. Et donc, tout ça, ça nous aide à mieux définir ce qu'est la créativité, qui se rapproche du concept de nouveauté, dans le sens où être créatif, c'est changer, c'est faire évoluer, mais ce n'est pas nécessairement une rupture complète. Ça peut être une évolution de ce qui existait déjà. Donc, ça apporte quelque chose de neuf et ça apporte quelque chose de valeur. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nécessairement utile au sens pragmatique, et dont la valeur n'est pas nécessairement mesurable, mais qui va apporter quelque chose et qui va être un plus. Et donc, il y a cette idée de nouveau et de plus, d'ajouter, qui se retrouve dans la créativité. Donc ça, c'était nécessaire de faire une rapide définition de la créativité dans son contexte, pour ne pas utiliser le mot n'importe comment, parce que ça fait partie de ces mots qu'on utilise à toutes les sauces sans vraiment faire la différence entre ce qui est créatif, ce qui est innovant, ce qui est imaginatif, ce qui est neuf. Donc la créativité, ça s'oppose à ce qui est banal, à ce qui est habituel, à ce qui est courant, à ce qui est attendu. Donc j'espère qu'avec cette rapide mise en contexte, on voit un peu mieux de quoi on parle et qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Puisque la véritable question, ça va pas seulement être est-ce que c'est créatif ou est-ce que ça n'est pas créatif? Ça, c'est pas une question qui apporte beaucoup de choses dans le contexte de l'entreprise, mais plutôt créatif comment? Quels sont les différents types de créativité? Et donc, pour parler de ça, je me suis appuyée sur la classification de Margaret Boden, qui est une sociologue et philosophe britannique, qui distingue 3 types de créativité. Selon elle, donc, il y a la créativité exploratoire, la créativité combinatoire et la créativité qu'on peut appeler révolutionnaire. La créativité exploratoire, c'est la mise en pratique d'une pensée divergente à partir d'un point de départ. C'est-à-dire que vous avez déjà votre discipline, vous avez déjà ce qui est bien établi, ce que vous savez faire, et vous allez plus loin. Donc j'ai pris des exemples là, qui viennent du monde de la peinture. Voilà, Van Eyck qui est allé plus loin dans l'usage des couleurs, dans l'usage des formes, à partir de ce qui se faisait déjà, qui a essayé de repousser les limites. La créativité combinatoire va plus être une pensée convergente, c'est-à-dire va chercher à combiner plusieurs sujets. Et là, j'ai pris un exemple de Dubuffet qui a combiné ce qu'il voyait dans les asiles psychiatriques avec ce qu'il connaissait de l'histoire de l'art pour créer un nouveau style, l'art brut, un nouveau style artistique. Et enfin, la créativité révolutionnaire, peut-être la plus mystérieuse, c'est celle qui résulte d'une remise en cause du paradigme, donc des postulats de la discipline qu'on étudie. Alors bien sûr, quand on parle de créativité, on peut parler de tellement de domaines. Je vais essayer d'être plus concrète. Là, avec l'exemple de la peinture, j'ai pris l'exemple de Picasso, puisqu'il se demande non plus comment faire un portrait de façon exploratoire, donc en repoussant les limites du portrait pour être toujours plus proche de la réalité, non pas en étant combinatoire, donc en cherchant à faire un portrait en s'inspirant de ce que Dubuffet a pu voir dans les asiles psychiatriques, mais en remettant en cause le paradigme, en se disant mais pourquoi est-ce qu'un portrait serait une seule face? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre le nez au milieu de la figure? Pour l'appliquer plus concrètement aux questions qu'on rencontre au quotidien, et merci beaucoup aussi pour vos réponses et pour les définitions que vous envoyez, pour donc voir ce que c'est la créativité dans les domaines qui nous concernent. Si on prend un exemple tout simple, on doit faire une présentation sur un sujet qu'on maîtrise assez bien. Il y a plusieurs moyens de trouver l'inspiration. On peut lire tous les livres qu'on trouve sur le sujet, tous les livres, toutes les ressources, toutes les vidéos, chercher à aller plus loin, à aller au-delà, à dépasser les limites
de sa discipline. On peut, si on manque d'inspiration, aller voir un film, aller lire un livre qui n'a absolument rien à voir. Et on a tous connu ce moment où, tout d'un coup, on va faire le lien et on va trouver grâce à la pensée convergente, ce qui, dans une autre discipline, va pouvoir s'appliquer à la discipline qui nous intéresse. Ou, c'est plus rare, on peut remettre en cause l'un des postulats de notre sujet et donc se dire, mais si, donc souvent ça commence par et si telle chose ne se passait pas ainsi, telle chose qu'on prend pour évidente ne l'était plus, qu'est-ce qui se passerait? Alors, j'aimerais prendre des exemples qui vous concernent. Moi, je peux vous prendre l'exemple pour l'écriture romanesque. Pour l'écriture romanesque, évidemment que je peux prendre un sujet déjà vu et revu et le traiter à ma manière, en essayant d'en repousser les limites, de trouver un autre point de vue. Si j'écris sur le thème de l'adultère, il y a déjà des centaines de romans qui ont été écrits sur ce thème-là, mais grâce à la créativité exploratoire, enfin en faisant preuve de créativité exploratoire, en partant du point de départ de ce qui a déjà été écrit, je peux me demander, mais quelle est la facette qui n'a pas encore été traitée? Ou je peux me dire, moi j'aime beaucoup l'économie, j'aime beaucoup l'adultère. Si j'essayais d'écrire un roman, en l'occurrence ça a déjà été fait, mais un roman où on traiterait la question de l'adultère du point de vue de l'économie du couple, de l'économie de la famille. Ou bien je pourrais tester la troisième méthode et remettre en cause le paradigme et me dire, et si nous vivions dans un monde, là ça risque de donner plus de la science-fiction, dans un monde où, par exemple, où la monogamie ne serait pas la base du couple. Si nous vivions dans un monde où la sexualité n'était pas tabou, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? À quoi ressemblerait dans ce cas-là l'adultère, par exemple? Je vous laisse après l'appliquer aux questions que vous fréquentez peut-être plus quotidiennement. Mais donc, l'intérêt de cette typologie, c'est de distinguer différents types de créativité et d'essayer d'y voir plus clair dans cette notion qui est extrêmement large, qu'est la créativité. Si on en revient même déjà aux penseurs de l'Antiquité, Platon s'interrogeait déjà en se demandant, mais est-ce qu'on peut vraiment inventer? Est-ce qu'on peut créer? Est-ce qu'on peut créer du neuf? Il disait, même la chimère, donc cet animal mythologique qui a un corps de lion, une tête d'aigle, qui peut avoir des ailes, enfin tout dépend des représentations. Et même ça, c'est pas vraiment une création puisque elle a le corps d'un lion qu'on connaît, elle a un bec d'aigle qu'on connaît aussi. Et ce qu'on a vraiment inventé, ce qu'on a inventé, c'est la combinaison des deux. Et donc, c'est l'un des types de créativité, la créativité combinatoire. Mais pour aller plus loin, voilà, donc un peu plus en détail, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ces différents types de créativité? Donc, la créativité exploratoire, c'est donc la capacité de générer des scénarios, des suites, des idées à partir d'un point de départ. Il faut savoir qu'en général, lorsqu'on fait cet exercice, c'est les idées les plus banales qui viennent les premières à l'esprit parce qu'elles sont plus présentes en mémoire. Et donc, c'est un type de créativité qui va demander plus de temps, plus de persévérance. C'est pour ça que si on veut développer ce type de créativité, le conseil, c'est surtout de se donner un temps limité de concentration totale pour d'abord évacuer toutes les idées les plus banales et se motiver à aller chercher, à aller creuser, à explorer les autres. On va voir plus en détail et évidemment, vous n'échapperez pas aux exercices. Sur la combinatoire, donc la capacité à combiner harmonieusement plusieurs idées, plusieurs concepts, plusieurs disciplines, à créer des chimères.
Eh bien, ce qu'on remarque surtout, c'est que souvent, c'est les contraintes qui sont le plus créatives. C'est-à-dire, l'expression est parlante. Et donc, pour chercher l'inspiration dans un autre domaine, eh bien, le mieux, c'est souvent de favoriser la culture générale et donc de mettre en place des contraintes qui vous forcent à aller chercher d'autres disciplines, à aller chercher l'apport d'autres disciplines. Et donc ça peut être en ayant des mots imposés, en se fixant un nombre de mots parfois, en se fixant un modèle. Mais alors, attention, modèle comme inspiration et non pas modèle comme moule, évidemment. Parce que on a tous aussi certainement fait des présentations PowerPoint. Il y a deux manières de faire un PowerPoint. Enfin, il y a trois manières. Soit on suit uniquement le template et on essaye de faire rentrer ses idées dans le moule, soit on s'appuie sur le template pour parfois générer de nouvelles idées ou les formuler différemment. Et là, on fait de la créativité combinatoire, soit on part de zéro pour justement ne pas se laisser troubler par le modèle et essayer simplement d'exprimer ses idées. Et là, on ne peut compter que sur soi-même. On se rapproche de la créativité révolutionnaire dans le sens où on remet en cause le paradigme de référence. Et donc, alors c'est beaucoup plus difficile à cerner, la créativité révolutionnaire. Un bon moyen, c'est déjà de se demander quels sont les postulats de ce domaine et de les remettre en cause. Mais bien sûr, lorsqu'on se demande et si tout était différent, et si ce qu'on prend pour acquis ne l'était finalement pas, eh bien, parfois, on va trouver des choses qui n'ont aucun intérêt, aucune valeur, qui vont simplement être nouvelles, ça oui, mais qui ne vont pas forcément être intéressantes. D'où l'idée de test and fail, c'est-à-dire de se tromper, d'échouer et de recommencer. Mais pour savoir si une idée fonctionne ou pas, il faut déjà l'essayer. Une question qui était inévitable aujourd'hui, c'est de se demander, bon, est-ce que l'intelligence artificielle, dans ce cas, est créative? Est-ce que le fait de reconnaître des patterns, des motifs de répétition, est aussi, et de les reproduire, est donc une forme de créativité? Est-ce qu'elle peut se comparer à l'être humain, en ce sens? Donc, c'est une question que je laisse ouverte parce qu'elle est sujet à débat. Elle est sujette à débat. Il y a différents points de vue et elle demande aussi de définir de quel type d'intelligence artificielle on parle. J'imagine que vous avez tous déjà testé ChatGPT, que vous lui avez posé des questions, que vous vous êtes demandé, bon, est-ce que c'est une conversation qui ressemble à celle qu'on pourrait avoir avec un être humain? Que vous vous êtes peut-être demandé, est-ce que c'est créatif? Donc moi, j'aurais beaucoup aimé avoir le débat avec vous. Je me rends compte que ça va être difficile par le chat. Oui, je suis vos commentaires. Je me rends compte que ça va être difficile. Par contre, je vous encourage évidemment à le tester. Et à le tester en ayant à l'esprit que fait réellement cette intelligence artificielle. Est-ce que je serais capable de la mener à dire ce que j'ai envie qu'elle dise? Ou est-ce qu'au contraire, elle est capable de me surprendre, c'est-à-dire d'apporter quelque chose de neuf et qui ait de la valeur? Est-ce qu'elle reproduit un moule ou est-ce qu'au contraire, elle va soit repousser les limites du domaine exploratoire, soit combiner plusieurs domaines pour apporter ce qui est intéressant dans un autre à celui qui nous intéresse, soit remettre en cause un paradigme, et dans ce cas, on est dans la créativité révolutionnaire. C'est bien sûr valable aussi bien pour le texte que pour l'image. Il y avait une citation d'un artiste de l'IA, un des pionniers de AI art, de l'art par intelligence artificielle, que je trouvais très éclairante. Alors, je la traduis rapidement. Il n'est pas nécessaire de savoir comment faire un réseau adversarial à partir de rien, comme il n'est pas nécessaire de savoir construire un piano pour pouvoir le jouer. Mais pour le jouer, et pour le jouer bien, pour éviter de tomber dans les clichés, dans le plus petit dénominateur commun, il faut de la pratique et il faut surtout
de l'expérience. Et je trouve qu'à travers cette citation, ce tweet de Mario Klingemann, de son nom d'artiste Quasimodo, on voit bien que pour avoir une opinion sur la créativité de l'intelligence artificielle, il n'est pas nécessaire de savoir exactement comment elle marche. Tout comme on peut dire qu'une pièce au piano est créative sans savoir comment fonctionne le piano. Par contre, ce dont on a besoin pour évaluer la créativité, c'est déjà la pratique et c'est l'expérience. Bon, maintenant, on va voir comment favoriser la créativité. C'est peut-être le passage le plus utile. Alors, je regarde juste vos commentaires en même temps. Je vois qu'il commence déjà à y avoir un débat et ça me plaît évidemment beaucoup. Je crois que c'est un proverbe yiddish qui dit de la confrontation naît la lumière. Mais en effet, la confrontation et le débat est toujours très éclairant puisqu'il force à chercher les arguments qui vont convaincre l'autre et donc à se mettre à la place de l'autre. Et je vous encourage dans les débats, les débats de famille, lorsque vous regardez les débats politiques, à défendre le point de vue auquel vous ne croyez pas. Pas pour être un mercenaire de la parole, évidemment pas pour devenir indifférent à vos propres idées, mais pour les renforcer. Par exemple, si vous êtes fumeur, se demander quelles sont les raisons de s'opposer à la cigarette. Inversement, si vous êtes opposé à la cigarette, pourquoi est-ce qu'on fume? C'est un exercice, la disputatio, qui se pratique depuis l'Antiquité, qui se pratique de plus en plus d'ailleurs dans les écoles de commerce lors des concours d'éloquence et qui est toujours très instructif lorsqu'on prend le temps de bien le faire, de ne pas rester dans les premières idées qui viennent. Ça, on a déjà dit que le problème de la créativité exploratoire, c'est que les premières idées qui nous viennent à l'esprit sont souvent les plus banales, mais prendre le temps, souvent se fixer aussi un temps imparti, eh bien, ça permet d'aller creuser, explorer et donc d'aller dans cette partie qui n'est pas seulement neuve mais banale, mais qui est utile. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a du vrai dans tous les arguments que vous utilisez et que le fait d'avoir recours aux métaphores, celle du concert de piano, pour comparer avec l'intelligence artificielle. Donc jouer sur les évocations, c'est un très bon moyen aussi de faire naître de nouvelles idées qui ont de la valeur. Pensez-y, par exemple, si vous voulez vous présenter de manière créative. Se présenter, c'est toujours parler de soi, c'est toujours un moment intimidant, parfois gênant. On se demande toujours comment me démarquer, comment pouvoir être innovant sur ce sujet que je maîtrise parfaitement puisqu'il s'agit de moi et de mon parcours et comment apporter de la valeur à quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas. Eh bien, un bon moyen, ça peut être de se demander et si j'étais un plat, qu'est-ce que je serais? Si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? Si j'étais une plante, qu'est-ce que je serais? Et évidemment, de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je serais un tiramisu? Pourquoi est-ce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit? Peut-être parce qu'il y a en moi ce mélange de fondant et de l'amertume du café. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Et donc, par cette combinatoire, par le fait d'avoir mélangé mon parcours et un tiramisu, ce qui n'a rien à voir, eh bien, je vais me forcer à chercher plus en profondeur, à sortir de ce que je connais déjà et à chercher, pourquoi est-ce que ça me parlait l'amertume et la douceur? Pourquoi est-ce que ce contraste-là en particulier va bien définir mon parcours? Et donc ça permet de se présenter de manière plus originale, mais aussi plus authentique, puisqu'on ne va pas être dans la banalité. Et donc, comment est-ce qu'on peut favoriser cette créativité? On a déjà vu quelques pistes. Et donc, évidemment, l'un des premiers conseils qu'on répète beaucoup, c'est d'éviter les réseaux sociaux parce qu'ils ont une tendance à uniformiser les messages.
par le nombre de caractères limités, par les algorithmes qui vont favoriser les vidéos, qui vont favoriser les photos, qui vont favoriser certains types de contenus, et parce qu'ils vont créer des bulles de filtre, c'est-à-dire, vous savez certainement déjà, qu'on est exposé au contenu qu'on est le plus susceptible d'aimer. Et donc, il y a moins de sérendipité, il y a moins de ce hasard orienté. Et donc, on va avoir tendance à rester dans ce qu'on connaît déjà, ce qui est donc le contraire de la créativité. Et les réseaux sociaux ont aussi un impact, surtout chez les jeunes, sur la manière dont on construit notre raisonnement, dont on est exposé à différentes opinions, dont on construit sa culture générale. Et donc, un usage trop intensif a tendance à réduire la créativité. C'est pas forcément intuitif. On pourrait croire que plus on est exposé à des choses différentes, plus on va être créatif. Et sauf qu'on l'a vu au tout début, lorsqu'on définissait la créativité, c'est pas seulement apporter du neuf, c'est apporter du neuf qui est de la valeur. Et donc, on ne devient pas plus créatif en étant exposé à plus d'images ou à plus de contenu. On devient plus créatif en étant exposé à des contenus différents, en les explorant, en les combinant, en les remettant en question. Dans l'hygiène de la créativité, un autre conseil, c'est d'éviter la death by PPT, d'éviter les templates qui sont des moules. Un moule peut être un support à la créativité. Un template, pardon, peut être un support à la créativité. Il faut éviter de caser ses idées dans ce qui est déjà présent et plus de partir de ce qui est présent pour le réinventer, pour le développer, pour le combiner éventuellement à d'autres choses. Évidemment, le meilleur moyen de rester en bonne forme créative, c'est de discuter de ces idées avec des gens qui vont avoir un point de vue différent, et donc souvent avec des gens d'autres générations, d'autres milieux. Je vous recommande particulièrement pour les présentations professionnelles, je sais que vous êtes dans différents domaines, mais d'essayer de présenter les chiffres du mois, bref, de faire vos présentations, soit à des enfants, soit à des personnes qui ne maîtrisent pas autant que vous le jargon scientifique. Et surtout, de faire attention de les encourager à poser des questions, à remettre en cause, à pas faire semblant de comprendre, parce que ça force à se mettre dans le point de vue de l'autre, à faire preuve d'empathie avec les autres, et donc aussi à aller chercher de nouvelles manières de voir votre contenu, et donc souvent de nouvelles manières de l'inventer. Ensuite, parmi les conseils pour entretenir sa créativité, eh bien, développer une culture de la critique constructive, c'est-à-dire que le débat, c'est pas spontané. Un débat, c'est pas juste une opposition, c'est une opposition qui se construit, qui sait faire la part, qui va chercher à comprendre pourquoi la personne adverse, qui tient le point de vue adverse, a cette opinion. Chercher comment vous pourriez la convaincre. Et il y a toute une différence entre avoir raison et convaincre l'autre. Lorsqu'on voit un débat d'entre-deux tours, lorsqu'on voit Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, on sait très bien que ça ne va pas se finir avec l'un des deux qui dit ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça, oui, c'est très vrai. Évidemment que le but, c'est de convaincre le spectateur et donc de faire ressortir les arguments. Eh bien, c'est un peu ce qu'on attend d'un débat constructif, c'est-à-dire un débat qui va seulement chercher à opposer les arguments, à les jouer les uns contre les autres, à les faire sonner les uns contre les autres pour voir où est-ce que ça sonne creux, où est-ce qu'il faut être plus concret, où est-ce qu'on peut affiner. Ça ne veut pas dire que la réponse est un milieu. On trouve rarement la réponse en coupant la poire en deux, mais que c'est un ensemble des différentes facettes qu'il faut d'abord faire miroiter. Je vois que ça se déchaîne dans les commentaires.
Sur les contraintes qui forcent la créativité, on va y revenir et c'est très vrai. Et puis sur le fait que la créativité est historique, alors là je me suis pas donc sur le fait que oui, ce qui est créatif à un moment devient mainstream par la suite. Là je me suis pas appesantie dessus. Margaret Boden a beaucoup écrit sur la créativité historique, c'est-à-dire comment ce qui était révolutionnaire à un moment devient mainstream par la suite. Bon, là c'était pas le thème principal aujourd'hui. Comme on n'a qu'une heure, c'est déjà bien dense. Mais je vous encourage à aller voir ces papiers qui sont disponibles en ligne, qui sont en anglais, par contre. Et je répondrai aux autres questions par la suite. Je voulais aussi, bien sûr, vous recommander de voyager en se laissant surprendre. Parce qu'encore une fois, la créativité ne va pas se booster en simplement s'exposant à différentes choses, mais aussi en se mettant aux conditions d'être surpris. C'est-à-dire de soit se fixer des contraintes, hein, se dire je vais lancer la pièce, pile je pars au Cambodge et face je pars au Mali. Donc soit avec des contraintes, soit en explorant, c'est-à-dire en prenant son bon vieux guide du routard et en se disant comment est-ce que je peux aller plus loin, découvrir par moi-même, au-delà de la carte postale, qu'est-ce que mais pas non plus une réponse à une question. C'est toujours Platon qui avait souligné le paradoxe de la recherche en disant, c'est dans le Ménon, en disant comment est-ce qu'on peut trouver une réponse si, en fait, si on ne connaît pas déjà la réponse, comment est-ce qu'on sait qu'on l'aura trouvée? Et si on la connaît déjà, pourquoi est-ce qu'on la cherche? C'est tout le paradoxe de la recherche, et c'est souvent parce que la solution, on en avait une esquisse que Platon appelle l'idée avec une majuscule, et eidos en grec, il me semble. Donc une esquisse, mais qu'on n'en avait pas une forme précise. Et donc tout l'intérêt de la recherche va être de préciser cette intuition qu'on avait. Et c'est pour ça que une chose qui est essentielle à la créativité, c'est aussi de savoir s'ennuyer. Pas s'ennuyer bêtement en se coupant du reste, mais de s'ennuyer en laissant son esprit vagabonder, en le laissant faire les connexions qui permettent la créativité combinatoire, en s'exposant à d'autres choses. La lecture est évidemment un très bon moyen de développer sa créativité puisqu'on ne sait jamais on ne peut pas connaître un livre avant de l'avoir lu. Littéralement, on ne peut pas l'avoir lu avant de l'avoir lu. Et donc, on découvre la pensée de l'auteur au fil des pages. C'est évidemment valable pour les films, les séries avec d'autres contraintes. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour entretenir sa créativité en bonne forme, pour avoir cette discipline de la créativité? Je vous encourage à les partager dans le chat, puisque c'est ce qu'on se disait. Tout seul, on peut trouver de la créativité exploratoire, on peut pousser plus loin, on peut utiliser son expérience, mais on ne peut pas avoir beaucoup d'autres points de vue. Et ces autres points de vue viennent par la confrontation avec d'autres personnes qui vont avoir elles-mêmes d'autres parcours, d'autres expériences. Alors, bien dormir et faire du sport, tout à fait. Se forcer à s'exposer à ce qu'on n'aime pas, très probablement, puisque si on n'aime pas, c'est qu'on s'est déjà coupé un peu de cette discipline-là. Après, c'est pas non plus en se, enfin, c'est pas en se flagellant qu'on va être plus créatif non plus. La marche en forêt est un bon moyen de lâcher prise sur le fil des pensées pour permettre la pensée divergente, pour permettre d'explorer d'autres fils. Et donc maintenant, j'aimerais vous laisser avec quelques exercices. On va essayer d'en faire quelques-uns ensemble. Premier, c'est l'exercice du parapluie. C'est un exercice tout simple.
Oui, alors tous les endroits dans lesquels on lâche le fil de sa pensée pour permettre les combinaisons sont favorables à la créativité, que ce soit la forêt ou les toilettes, pour rebondir sur vos commentaires dans le chat. Et donc, jouer à certains jeux, tout à fait, et on va en faire un tout de suite. Et j'aimerais que vous me citiez dans le chat 20 utilisations d'un parapluie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un parapluie? J'aimerais qu'on trouve 20 réponses. Donc, normalement, on trouve les plus banales d'abord, c'est les premières qui viennent à l'esprit. Donc, se protéger de la pluie, se protéger du soleil. Alors, faire de la soupe avec un parapluie, là, je suis curieuse. Se couvrir, faire fuir les oiseaux, tout à fait, protéger du soleil. Danser, exactement. S'en servir comme canne, bien sûr. Frapper. Décorer une rue. Imiter un fusil pour jouer avec les enfants. Ça y est, j'ai perdu le compte. Se déguiser, le carnaval de Dunkerque, se protéger des éclaboussures de voitures, très vrai. Est-ce qu'on va trouver plus créatif encore? Alors, j'essaye de compter. Canne, soleil, les oiseaux 3, danser 4, frapper 5, décorer une rue 6, le fusil 7, le carnaval 8, les éclaboussures 9, pique à brochette 10, transporter de l'eau tout à fait 11, neige pour hamster, j'y aurais jamais pensé 12, tuteur pour les plantes, oui. On devinerait presque de l'expérience. On en est à 13. On en est à 13 et je vois que plus personne ne tape, ça m'inquiète. Je vous assure, pour avoir déjà fait souvent cet exercice, qu'il y a beaucoup plus que 13 utilisations du parapluie. Une œuvre d'art 14, un obstacle pour les animaux 15, un parachute pour poupée 16. C'est la première fois que je vois un Tankerville, bien 17, un claustrophobe 18. Combien un trou dans le mur, tout à fait. Un gros trou, 19. 19, allez, est-ce qu'on en a encore un? Et un soufflet. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit fonctionner. On en a 20. Paratonnerre, surtout si on met quelqu'un qu'on n'aime pas au-dessous, 21. Sécher le linge, oui. Oui, évidemment, on peut aussi l'adapter. Attraper des objets, c'est les imitations de Mary Poppins, de Charlie Chaplin, le cerf-volant, se gratter le dos. Alors là non plus, j'ai pas essayé. Je recommande pas forcément d'essayer, mais pourquoi pas. Bon, on a dépassé les 20 en tout cas. Félicitations, bravo. Vous voyez, collectivement, on a réussi. Il y en a encore beaucoup d'autres. Vous pouvez évidemment faire l'exercice avec n'importe quoi. Prenez le premier objet qui se trouve à droite de votre écran et dites-vous comment est-ce que je pourrais le détourner de son usage initial. Eh bien, vous êtes en train de faire preuve de créativité exploratoire. Ah, oui. Eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec un écran à part afficher le contenu de son ordinateur? Beaucoup de choses, vous m'avez l'air en forme. Mais posez-vous la question, c'est de la créativité exploratoire, c'est-à-dire que là, on ne va pas chercher à combiner différentes disciplines, on ne va pas remettre en cause des paradigmes qui soutiennent la physique. Par contre, oui, c'est vrai que c'est très poétique de dire l'écran sert surtout à être éteint. Mais c'est un moyen de voir les choses différemment. La créativité exploratoire, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin, repousser les limites, voir différemment. Dans les exemples que cite Margaret Boden, elle parle des peintres impressionnistes qui ont poussé plus loin l'art de la peinture en cherchant à fixer la lumière, les reflets de lumière. Ils n'ont pas remis en cause tout l'art pictural, ils n'ont pas cherché à combiner les apports de la photographie avec la peinture, même si
chronologiquement, ils apparaissent à peu près en même temps. Par contre, ils ont cherché à aller plus loin, à adapter l'art pictural, à réussir à peindre le moment, à peindre des reflets de lumière. Donc ça, c'est de la créativité exploratoire. Vous pouvez faire ce genre d'exercice, évidemment, pour vous entraîner, pour entretenir le muscle de la créativité. Vous pouvez aussi le faire lorsque vous vous sentez bloqué sur une présentation, que vous avez besoin d'une idée originale face à un client, face à des collègues, vous dire comment est-ce que je pourrais voir les choses différemment, quel autre usage est-ce que je peux faire. Et si au lieu de faire le team building paintball habituel, je sais qu'à Extia, vous avez beaucoup de créativité dans le domaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus original? Et donc, on part du point de départ, on a besoin d'un team building, on veut fédérer les équipes, et on va pousser plus loin. On va d'abord élaguer toutes les idées banales et chercher celles qui viennent. Et on peut tout à fait commencer par un brainstorm. Que peut-on faire d'un stylo? 40 exemples pour se mettre en train. Si vous êtes vraiment bloqué, voilà, les abdos créatifs, tout à fait. Là, vous voyez que la métaphore est toujours utile. Si vous êtes bloqué, et surtout sur les textes, sur les mails, plutôt que de tout de suite demander à ChatGPT de vous rédiger votre lettre de relance, vous pouvez faire un exercice qui était très en vogue chez les surréalistes, qui a été défini par Robert Desnos, qui est l'écriture automatique. Alors, ça a l'air tout simple comme ça. C'est beaucoup plus complexe lorsqu'on veut réellement l'appliquer. Ça consiste à prendre une feuille blanche, un stylo, et à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pouvez raffiner l'exercice en prenant un sablier et en vous disant, là, pendant ces 3 minutes, ou 1 minute, pendant ces 5 minutes, qu'est-ce que je vais écrire tout ce qui me passe par la tête. Donc souvent, ça va commencer par j'ai pas beaucoup d'inspiration, je sais pas ce que. Et de vous mettre aucune censure. Parce que notre cerveau a tendance à beaucoup se juger, on a tendance à beaucoup se regarder écrire, se regarder penser, et c'est très bloquant. J'enseigne aussi la prise de parole en public. En prise de parole, on voit tout de suite l'effet, on remarque tout de suite les personnes qui sont en train de s'écouter parler, qui sont en train de se juger, qui essayent de se regarder avec les yeux des autres et de se dire je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez compétent, je ne suis pas assez légitime. C'est tout à fait le but de ChatGPT d'écrire automatiquement, mais ce n'est pas le but de ChatGPT d'inventer, de créer, puisqu'il reproduit des patterns. Alors un pattern, ce n'est pas tout à fait un moule, et c'est pour ça qu'il y a débat sur est-il créatif ou ne l'est-il pas. Ce n'est pas tout à fait un moule, mais il ne peut pas vous remplacer dans ce qui est la créativité révolutionnaire notamment. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer et de tenter l'exercice de l'écriture automatique. Il n'est pas agréable, c'est même parfois une vraie torture. Mais si vous avez le temps ce soir, prenez une feuille de papier, fixez-vous 5 minutes et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Surtout si vous êtes bloqué sur une question, quelle qu'elle soit, et particulièrement les questions de rédaction, juste forcez-vous à écrire jusqu'à ce que vous en ayez mal au poignet, surtout qu'on a perdu l'habitude de l'écriture manuscrite. Forcez-vous à écrire. Bon, là, je n'ai pas beaucoup d'inspiration, mais j'espère que je vais trouver, peu importe la ponctuation, peu importe l'orthographe, peu importe la calligraphie, juste lâchez-vous, faites les 5 minutes jusqu'à la dernière seconde, en fait, le temps que vous vous étiez imparti jusqu'à la dernière seconde. Il y aura 90% de ce que vous aurez écrit qui sera ajouté, mais il y aura peut-être 10% là-dedans qui sera intéressant. C'est une méthode que j'utilise souvent pour l'écriture de romans. Lorsque je me sens bloquée, lorsque j'ai l'impression que mes personnages tournent en rond, je vais essayer, par exemple, de me mettre dans leur tête et d'écrire à la première personne leur flux de pensée. Donc, tout ce qui peut leur passer par la tête sans aucune censure. Et puis après, je sélectionne ce qui me semble important pour la narration. Et souvent, c'est un bon moyen de retrouver pied.
Un autre moyen, et je sens il faut que je me dépêche. Donc, je vais aussi, évidemment, je vous laisse tous ces exercices pour pratiquer plus tard et sans doute plus individuellement. C'est d'écouter de la musique, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être musique classique, jazz, musique avec des paroles. Alors, les paroles ont quand même un peu tendance à nous troubler. On a tendance à s'accrocher aux mots plutôt qu'à se laisser porter par la musique. Donc, c'est d'écouter de la musique et de noter toutes les idées, toutes les associations qui vous viennent. Donc, qu'est-ce que voilà, d'écouter une sonate, par exemple, et de vous dire, mais à quoi est-ce que ça me fait penser? Quelle est l'histoire que ça raconte? Alors, toutes les musiques ne sont pas figuratives, toutes les musiques ne racontent pas une histoire. Par contre, vous pouvez vous inventer ce que vous voulez à partir de la musique. Et ça, c'est de la créativité combinatoire, c'est-à-dire que vous allez essayer de mettre en mots, mettre en histoire une musique. Bon, après, on s'approche plus des exercices d'écriture et j'encourage toujours à le faire aussi dans le domaine du goût parce que c'est un domaine qui est sous-exploité. On a très peu de vocabulaire pour parler du goût, pour parler de ce qu'on mange. Donc, un bon exercice, c'est aussi d'essayer de raconter à quelqu'un d'autre votre plat préféré, sans dire de quoi il s'agit. Juste dire, alors en bouche, voilà la sensation que j'ai. Et donc ça va assez rapidement vous forcer à utiliser des métaphores. Une variante, c'est d'essayer d'inventer une couleur. Si vous inventiez une nouvelle couleur qui n'existe pas, comment est-ce que vous pourriez la partager? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Et évidemment, physiquement, c'est impossible, mais se forcer à cet exercice, donc se forcer à décrire l'impossible, ça permet bien sûr d'élargir et de nuancer son vocabulaire, mais aussi d'aller chercher des idées, des métaphores, des comparaisons, des évocations, là où on s'y attend le moins. J'aurais presque envie de donner le micro à l'un d'entre vous, mais je ne sais pas si c'est possible. Et je vois que le temps file, donc je vous encourage simplement, fortement, à moins que Clément, tu veuilles te prêter à l'exercice. Sur le poème de ma journée? Alors, pas forcément sur le poème, ça risque d'être difficile, mais est-ce que tu pourrais nous parler de ton plat préféré et nous le décrire sans nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on ressent aux bouches lorsqu'on le mange? Ouais, complètement. Globalement, c'est un plat qui est assez traditionnel, on va dire, en France ou même surtout dans le nord de la France. Traditionnel, c'est pas un goût, excuse-moi, je t'arrête. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on ressent quand on le mange? Alors, une sensation qui vient un peu de la terre, c'est de la mâche, du coup, assez simple, un goût de viande, rouge surtout, principalement. Et après, accompagné du coup de légumes. Et globalement, après, c'est difficile quand même de C'est décrire. très difficile parce que tu essayes d'être précis. Je t'encourage à plus chercher la combinatoire, justement, si tu veux Ouais, être créatif. Parce qu'une fois qu'on a dit un goût de viande, on n'a pas dit grand-chose. d'accord. Si je dis un mot aussi simple que un chien, je ne sais pas si vous pensez à un caniche ou à un labrador. Ouais, Un goût de viande, il y en a qui vont avoir en bouche un goût de poulet grillé et il y en a qui vont avoir un goût de steak saignant. ok. Qu'est-ce que c'est qu'un goût de viande? Donc, les spécialistes en vin, les spécialistes en fromage, ça existe aussi, vont parfois vous dire, par exemple, des notes de forêt à l'aube, de forêt sous la rosée. Évidemment que ce n'est pas un goût en soi, que personne n'a goûté une forêt sous la rosée, mais ça nous évoque des choses, un certain parfum. Et donc d'utiliser ce genre de comparaison, c'est comme des petits soleils qui éclatent dans votre bouche. Bref, ce genre de comparaison qui permet de combiner différents domaines, c'est aussi ce qui va permettre d'aller plus loin et de décrire, non pas plus précisément, mais plus créativement, ce que tu souhaites décrire. Alors moi, je n'ai pas encore deviné de quoi il s'agit. Bon, globalement, si je suis un peu plus précis, donc de la viande rouge cuite dans du beurre, avec donc des pommes de terre frites qui peuvent s'apparenter à des Ça a formes. quel goût en bouche, les pommes de terre?
Les pommes de terre en bouche, ça a quel goût? Un goût de pommes de terre frites dans de l'huile chaude. Et c'est là qu'on met en plein, enfin, là on touche vraiment du doigt à ce qu'est la créativité. Et oui, une pomme de terre a un goût de pomme de terre, bien sûr, mais comment? Et donc, comme notre vocabulaire est limité là-dessus, comme, et comme à part c'est chaud, c'est froid, c'est moelleux, c'est dur, on a assez peu de vocabulaire pour décrire ce qu'on ressent, parce Mhm. que c'est très difficile à partager, parce qu'on va tous avoir des sensations différentes. Et tu vas être obligé d'avoir recours aux combinaisons. Ok. Et donc, allez, dernière question et après j'arrête de te cuisiner. Et, et comment est-ce que tu pourrais décrire donc le goût de pomme de terre à quelqu'un qui n'en a jamais goûté? Décrire le goût de pomme de terre à quelqu'un qui Il y n'a a un jamais. analyste qui te dit tout de suite un croc au gras qui laisse apparaître un fondant granuleux doux. Ouais. C'est une bonne description en soi. Un analyste très minutieux. Si je pouvais Et lui c'est laisser un un place, moyen. C'est en effet un moyen. Là, c'est plutôt exploratoire. C'est presque donner la recette du goût de la pomme de terre. Mais tu pourrais nous dire, euh, c'est euh, c'est comme de l'enfance qui fond sur la langue. C'est comme le souvenir de la cour de récréation qui fond sur la langue. Bah, tu nous as évoqué quelque chose qui, pour toi, se rapproche du goût de la pomme de terre, par exemple. ok, Donc ça, c'est plus de la combinatoire. d'accord, ça marche. Et je vous encourage à pratiquer ce genre d'exercice, à essayer de décrire des goûts, d'écrire des couleurs, d'écrire des choses à quelqu'un qui ne les connaîtrait pas. Donc vous forcez à aller au-delà de l'évidence, à aller derrière les mots. Alors juste pour répondre à Romain, bien sûr, vous n'allez pas décrire précisément quel est le goût de la pomme de terre et le meilleur moyen de le faire serait sans doute de rentrer dans la chimie de la pomme de terre. Par contre, vous allez traduire quelle est la sensation que cela a pour vous. Et en fait, c'est ça que vous essayez de partager. Mm. Top. Et un dernier petit exercice, j'ai laissé des points de suspension pour que vous puissiez partager les vôtres aussi. Dernier petit exercice, écrire un poème sur votre journée. Et donc ça risque de vous demander plus de temps, mais ça vous forcera à la voir différemment, à pas la voir simplement comme une succession d'événements, mais à trouver un autre point de vue, à chercher à partager différemment. Et donc dans la même lignée d'exercices qui vise à trouver des choses neuves et innovantes, donc qui sortent de la banalité, qui sortent de la normalité, qui vont faire évoluer, c'est un bon moyen de le faire. Vous aviez suggéré gribouiller, dessiner votre journée peut aussi être un bon moyen de muscler sa créativité. Et donc, ça me permet de revenir aux définitions qu'on avait vues tout au début. Donc, avant de voir la typologie de la créativité, que c'est ce qui s'oppose à ce qui est banal, à ce qui est habituel, à ce qui est courant, à ce qui est... Sauf que notre quotidien, évidemment, est banal et habituel et courant et attendu. Donc, ça demande un effort supplémentaire d'en sortir, d'aller plus loin, soit d'en repousser les limites, soit de le combiner à d'autres disciplines, à d'autres manières de voir, soit de remettre en question ce qu'on tenait pour évident. Et donc cet effort supplémentaire, on peut le muscler, on peut le développer avec une hygiène de la créativité. Évidemment, les conseils qui sont là sont loin d'être exhaustifs. Je vous encourage aussi à avoir les vôtres. Et en effet, ceux qui ont suggéré les spas, les balades en forêt, c'est très bon moyen. Prendre la douche aussi. On arrive du coup au terme de ce meet-up, en tout cas. Tout à fait. Et ben, je vous laisse sur ces exercices. Exact. Je vous remercie beaucoup pour vos idées, pour votre participation. Merci.